Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on va réagir à un épisode qui a été plutôt d'un côté bien, parce que j'ai été à fond dedans avec toutes les histoires autour de ce qui pourrait se passer, en fonction de qui serait l'ambassadeur et tout ça. En même temps, je dirais quand même pas très énervé, mais quand même assez énervé que l'épisode soit coupé en deux. Parce que de mémoire, on nous a pas prévenu que l'épisode serait coupé en deux. Alors peut-être que la semaine dernière ils ont prévenu à la toute fin de l'épisode. Honnêtement, je n'ai aucun souvenir qu'on nous ait dit que l'épisode allait être coupé en deux. Et c'est vrai qu'en voyant qu'on s'approchait beaucoup de 23h, je me suis dit, il va être 23h, les ambassadeurs ont toujours pas commencé, ça me paraît assez bizarre. Et effectivement, épisode coupé en deux, c'est chiant, parce qu'en plus, le débat entre Colin et Luana est terminé. Du coup, la semaine prochaine, on va sûrement revenir un tout petit peu en arrière, histoire de refaire le débat comme ils avaient fait pendant le confinement. Je sais plus, je crois que c'était les 4 terres pendant le confinement. Pareil, les ambassadeurs, on avait vu une partie du débat, ou voire peut-être le débat en entier. Et puis, comme c'était coupé en deux, on était revenu au début du débat, comme si on avait déjà oublié, enfin on prend vraiment pour des cons. Et ensuite, il y aura les conséquences de leur choix, même si on reparlera un peu de la vignette. Je vais le marquer tout de suite, mais alors, je pense que ça doit être un piège. Je vais quand même le noter. Où est-ce qu'il est mon truc? Il faudra marquer ça comme ça, je devrais comprendre. Et voilà, parce que soit ça spoil, soit, comme c'est déjà arrivé quelques fois, c'est du gros bluff. Mais on en reparlera. Mais en tout cas, le fait que l'épisode soit coupé en deux, honnêtement, ça me gonfle. Je déteste les épisodes coupés en deux. Je trouve que ça coupe le rythme classique d'un épisode de Koh-Lanta, où on a au premier lieu une sorte de mini débrief de ce qui s'est passé au conseil, épreuve de confort, ensuite on voit un peu la vie sur le camp, ou des fois des conneries dont on n'en a rien à faire, là, comme des fois quand ils débattent sur le riz. C'est un peu inutile, mais bon voilà, ils essayent de combler le temps. Ensuite, épreuve d'immunité, stratégie pour le conseil, et voilà, un épisode assez classique. Et c'est vrai que quand c'est coupé en deux, en fait on se fait un peu chier quand même, faut se l'avouer. Là c'est les ambassadeurs, donc ça qu'il y a toujours plein de questionnements et tout ça qu'on se pose, donc ça rend les choses un peu moins emmerdants. Mais je pense qu'on se souvient tous de certains épisodes pendant le confinement qui étaient coupés en deux et qui n'avaient absolument aucun sens, où tout était vide et on se faisait énormément chier. Bref, on verra la semaine prochaine, commencera la partie 2. Et avant également de parler de la review en elle-même, parce que ça correspond également avec certaines choses qui vont revenir dans la vidéo là, c'est que j'ai reçu un commentaire d'une personne qui s'appelle JJ, je sais pas trop comment on prononce, que je remercie quand même d'avoir posté ce commentaire. Je lui ai déjà, oui, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, c'est comme ça qu'on dit, mais je lui ai déjà répondu à l'écrit. Donc le problème c'est que des fois, quand on fait répondre, ça identifie la personne, et des fois ça l'identifie pas. Donc je sais pas si la personne verra que j'ai répondu à son message ou pas. Mais en attendant, je voulais quand même y répondre également en vidéo, au cas où d'autres personnes ont vu la vidéo. Par exemple, comme moi je regarde mes vidéos sur ma console, donc je peux pas laisser de messages ou de choses comme ça. Des fois je vais ensuite sur mon ordi quand j'ai vraiment un truc important à dire et tout ça, mais c'est quand même extrêmement rare, puisque je regarde sur ma console, que je puisse mettre des commentaires. Et donc s'il y a des gens qui regardent mes vidéos de la même manière que moi je regarde celles des autres youtubeurs,
bah, je sais très bien qu'ils ne peuvent pas mettre de commentaires, et peut-être que certains se disent aussi, que ce soit dans mon cas ou dans le cas de Maxime, puisque je regarde toutes les vidéos de Maxime, peuvent se dire, oulala, qu'est-ce qu'ils sont durs avec CETA, puisque le commentaire qu'il m'a mis, c'est pourquoi vous en prendre à CETA? Ok, ce n'est pas du génie entre étoiles, donc entre guillemets, s'il faut des grands mots, mais elle n'a absolument pas besoin d'en faire plus, la bêtise des autres suffit à alimenter cette légende. Chose dont je suis totalement d'accord, que effectivement c'est bien la bêtise des autres, de y croire sans l'avoir vu, de se dire oui il existe alors que personne n'a de preuves qu'il existe. Effectivement, c'est ce qui fait que CETA n'a rien besoin de faire. Et comme je lui ai répondu, moi, ce qui m'énerve, en fait, ce n'est pas CETA en elle-même. C'est vrai que j'ai des mots durs pour CETA parce que c'est quand même elle qui est concernée par la stratégie, mais je n'ai rien contre elle en soi. Hein. Je suis quand même content qu'elle soit là, même si j'ai dit que bon, si elle pouvait partir d'une certaine manière, ça m'arrangerait parce qu'on n'entendrait plus parler du collier, de cette histoire de faux collier. Mais CETA en elle-même, s'il n'avait pas eu cette histoire de faux collier, j'aurais absolument rien contre elle, hein, ça ne me dérange pas qu'elle soit là. C'est vraiment cette histoire de collier qui me dérange, parce qu'on en fait des caisses, et que justement, comme je disais, il y a deux choses qui me dérangent, c'est ce côté où les aventuriers, du coup, sont complètement idiots et fermés dans leur truc, où tout le monde a l'air de croire à ce collier qui n'existe pas et sans vérifier. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut vérifier. C'est vrai que ça peut être chiant, les spectateurs peuvent ne pas aimer ce genre de comportement, mais en même temps, si tu veux être sûr de ton destin, vérifie que la personne a son collier ou pas. Parce que là, à mon avis, les ex-jaunes, quand ils se regardent devant leur télé, doivent se dire putain, on n'était pas très très intelligent sur ce coup-là, quoi. Parce que clairement, ils auraient pu prévoir le coup à l'avance, quoi. Mais bon. Et deuxième chose en fait qui m'énerve, c'est plutôt le comportement en fait de Denis en voix off, où en fait Denis a l'air d'en faire un truc d'incroyable, genre c'est un truc de fou que ce collier permette à CETA de se sauver, que c'est une stratégie légendaire, machin. Et en fait, ça m'énerve un peu parce que il n'y a pas de stratégie. Une stratégie, pour moi, c'est quand une personne prend son destin en main, va voir les gens pour changer leur vote, ou comme là avec le faux collier, CETA elle pourrait clairement aller voir les gens, leur dire bon voilà, moi j'ai mon collier, donc au moment des votes, essayer de changer les votes et tout. Et du coup, il n'y a absolument pas de stratégie. Parce que si elle avait vraiment une stratégie autour de son collier, elle s'en servirait pour éviter d'être en danger. En mode, voilà, je sais que je suis en danger, moi je sors mon collier là, je fais partir qui je veux parmi vous. Moi je ferais des coups comme ça à sa place, et ça ce serait vraiment des bonnes stratégies. Que là, il n'y a juste pas de stratégie, c'est juste des gens qui pensent qu'il y a un collier, qui finalement il n'y a pas. En même temps, CETA va pas dire ah bah non, ça fait 3 semaines que je vous dis que, que j'ai un collier alors que c'est pas vrai, parce que tout de suite elle se ferait démonter par tout le monde, parce que le mensonge commence à être un peu long. Voilà, on a tendance à la sauve, donc c'est très bien pour elle, mais en général, on a déjà vu dans les autres saisons, les gens qui mentent sur les faux colliers, en général, ça finit très mal pour eux. Et en général, tenir un mensonge aussi longtemps, enfin, quand je dis un mensonge, vous comprenez ce que je veux dire, je dis pas que c'est une menteuse, mais on ferait tous la même chose à sa place, en disant les gens ils croient à ça, j'en profite. Mais je pense que pour dire que c'est de la stratégie, je pense qu'il faut être maître de son destin et vraiment faire des choses pour se sauver et pas juste attendre que les choses se passent et dire bon de toute façon il croit au collier donc je vais me sauver comme ça. Donc voilà, juste pour répondre à ce point là, c'était important je pense de le dire au cas où cette personne dont j'ai déjà oublié le nom, je crois que c'est JJ, ne voit pas ma réponse en commentaire ou quoi que ce soit. S'il repasse sur cette vidéo là, au moins tu auras la réponse de vive voix, il est un peu plus détaillé qu'à l'écrit, mais voilà. Et encore une fois, je le répète,
souvent quand je parle des aventuriers, souvent je parle des aventuriers dans le cadre de l'aventure, dans le cadre des images qu'on nous donne, puisque ça se trouve Seta a peut-être déjà tenté des choses hors caméra mais qu'on nous a pas montré. On sait souvent que beaucoup d'aventuriers se plaignent que certaines choses qu'ils ont fait hors caméra n'ont pas été montrées ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Mais encore une fois, c'est bien de l'aventurier dans les images qu'on nous montre, dont je parle, que je critique, mais pas forcément des personnes en elles-mêmes, parce que une personne qui est sur Koh-Lanta et à l'extérieur, bah, c'est pas la même chose, quoi. Quand tu es dans ton quotidien, t'as pas à aller te battre pour survivre, pour manger, pour faire des épreuves, enfin, le cadre de vie et du coup l'ambiance, le caractère est forcément un peu modifié dans des conditions un peu extrêmes. Donc voilà, je tiens juste à remettre ça en place avant de partir dans le vif du sujet. Puisque effectivement cet épisode 8 commence avec forcément Seta, puisque ce sont eux qui ont été au conseil précédemment, et du coup on repart en mode voilà, le faux collier, machin. Et même Seta le dit au bout d'un moment, à force de mentir, entre guillemets, même moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai vraiment un collier dans mon sac. Je me dis, bon, ça commence un peu à être chiant d'en parler tout le temps, voilà, je vais pas redire pourquoi, parce que je crois que j'en ai déjà assez parlé en début de vidéo, mais bon, voilà, c'est chiant. Ensuite, du coup, on a l'épreuve de confort. Épreuve de confort que j'ai plutôt bien aimé, même si on a failli avoir un match sans retour. Au final, il y a quand même une remontada, donc c'est plutôt pas mal. Mais l'épreuve était assez complexe et en fait c'était pas vraiment une seule épreuve, il y avait en moitié deux épreuves en soi, puisque en gros, bon, déjà s'il gagne, il gagne de la bouffe, donc voilà. Et en fait, la première chose à faire en fait dans cette épreuve, c'est qu'ils sont un par un et doivent parcourir 3-4 obstacles, un truc comme ça. Et en fait, ils ont une sorte de boomerang. Un boomerang, à un moment, Donnie dit un truc, ça doit être un nom d'oiseau, je sais pas quoi, mais bon, ça ressemble à une sorte de boomerang. Et en fait, avec un trou dont il y a une corde, et en fait, ils doivent faire le parcours en faisant passer le boomerang à travers la corde, à travers les parcours et tout ça, enfin à travers les obstacles. Et une fois arrivé au bout, ils retirent le boomerang et une fois qu'ils le brandissent, c'est à celui d'après, voilà, de venir. Et comme ça, à chaque fois, les 7 aventuriers, un par un, font la même chose. Et une fois que les 7 sont arrivés à ce point-là, on laisse tomber les boomerangs et tout ce qui s'était passé, et on passe à une sorte de deuxième étape, où cette fois, avec des bâtons et de la corde, il faut créer des sortes de grandes tiges, afin de récupérer deux anneaux qui sont sur un grand bâton, et en gros... pour imager, en gros, imaginez que ça c'est le bâton et en fait il y a plein de pics un peu partout pour empêcher les anneaux forcément d'être juste levés et sortis. Et en fait voilà, du coup il faut réussir à pousser les anneaux pour passer un bâton, puis après tu le remontes, puis tu passes un autre bâton, enfin des petits bâtonnets et tout, et du coup après tu fais sortir les deux anneaux, et la première équipe à sortir les deux anneaux du coup a gagné. Donc c'est plus une épreuve à la fois individuelle, collective, enfin, c'est une épreuve assez étrange. Mais honnêtement, moi je l'ai plutôt bien aimé. Putain. Et du coup, Denis nous annonce voilà, que la malédiction du totem, il donnera pas plus d'infos, mais qu'elle aura un impact individuellement et collectivement sur l'équipe perdante. Du coup, on a le tirage de la boule noire, c'est Luana qui ne participera pas. Bon, c'est pas très grave puisqu'elle servira à autre chose dans l'épisode. Du coup, pendant l'épreuve, on a remarqué que les jaunes ont gagné beaucoup d'avance sur le jeu, notamment dès le premier duel. Et c'est vrai qu'ils ont eu des stratégies très différentes.
où les rouges ont décidé de faire passer, je crois que c'est Géraldine, si je me trompe pas dans son prénom, parce que je vois très bien la tête de l'aventurière, mais j'ai un peu peur d'écorcher son nom, qui part en première, qui a l'air un peu la moins forte de l'équipe, même si elle reste quand même plutôt une très bonne aventurière sur les épreuves. Et de l'autre côté, qui c'est qu'ils ont choisi les jaunes? Mais les jaunes, ils ont choisi quelqu'un quand même de très sportif et tout, du coup, qui a pris de l'avance. Et en fait, plus ça allait, en fait, plus les jaunes prenaient de l'avance. En plus, je crois que Ambre s'est complètement craqué sur l'épreuve. Jean-Charles aussi, s'est un peu craqué sur le dernier obstacle. Donc, ils ont perdu beaucoup d'avance. Et même Denis va le dire à la fin que Ambre a totalement merdé son passage sur la première partie. Et sur la deuxième partie, malgré que les jaunes avaient beaucoup d'avance, puisqu'ils avaient quasiment un passage entier d'avance quand Ambre, non c'est pas, si c'est Ambre la dernière, partait, donc ça fait quand même beaucoup de retard. Et en fait les jaunes vont jamais réussir à sortir les anneaux. Alors ils vont peut-être faire passer un, mais j'ai même pas le souvenir qu'ils arrivent à en passer un. Et en fait, les rouges, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que... Je suis désolé. Mais les rouges, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont... surtout Maxime, va regarder comment les jaunes ont fait les nœuds pour assembler... Alors, je sais pas, il faut assembler 3 bouts de bois ou une grande tige. Et en fait, il va regarder comment les jaunes ont assemblé les nœuds, et comme ils le disent tous, Yannick, Denis, comme il dit rien, en gros, il confirme la chose, c'est que ce n'est pas de la triche, voilà. Et en fait, du coup, ils vont pouvoir faire les nœuds de la même manière, et après, ils vont réussir à remonter les anneaux d'une facilité déconcertante. Et encore une fois, ça ne change pas d'habitude, c'est toujours grâce à Ambre que l'équipe elle gagne comme ça, puisque Ambre elle va juste se mettre entre les deux tiges, elle va tenir les deux tiges comme ça, et puis elle va vraiment guider les autres, et du coup elle va clairement faire gagner son équipe, comme on l'a déjà vu à 2 reprises. Quand il y avait eu les sortes de trucs de puzzle où voilà, elle était très observatrice, elle donnait les ordres, il y avait des trucs d'aveugle, des trucs des bannières là, et voilà, où dès que je sais pas comment elle fait pour sentir les choses aussi bien, mais vraiment elle se met bien en avant, voilà, elle donne les ordres, tac tac tac, et à chaque fois ouais, si, à chaque fois c'est quand même une réussite. Parce que je pense à l'Arche où ils avaient perdu l'épreuve, mais sur le moment où il y avait le quatuor de Ambre, ils avaient quasiment fini le truc. S'ils n'avaient pas paniqué, je pense qu'ils gagnaient largement l'épreuve. Et après, c'est ceux derrière qui ont clairement galéré comme il n'y a pas. Mais du coup, très content que la victoire soit entre guillemets grâce à mon aventurière préférée. Ensuite, ouais, ça c'est bon. Ensuite, j'ai mis Maxime qui coupe la parole à Yannick parce que Denis pose une question à Yannick sur la dernière partie de l'épreuve. Yannick commence à répondre, puis il dit voilà, les rouges ont regardé un peu comment on faisait nos nœuds, machin et tout. Et il y a Maxime qui est cité, du coup Denis pose une question à Maxime, et du coup Maxime commence à dire oui mais de toute façon c'est pas de la triche machin et tout, ce qui est le cas, c'est pas de la triche, je regardais comment des nœuds ont été faits, et en fait t'as Yannick qui commence à répondre, tu fais non mais de toute façon on n'a jamais dit que c'était de la triche, quoi que ce soit, il commence un peu à parler, et puis vraiment Maxime le coupe la parole direct en disant non mais oh j'ai pas fini de parler, voilà en gros tu me laisses finir, même Yannick est en mode oh désolé, et honnêtement si j'étais Maxime, je ferais très attention à ma façon de me comporter, parce qu'en plus il y a eu un gros plan sur Pauline en mode oh putain qu'est-ce qu'il a dit celui-là.
Et c'est vrai que c'est un comportement, se mettre en avant comme ça, un peu supérieur aux autres, c'est pas très très bon. Quand dans ton camp, t'as un peu tendance à saouler un peu les gens de temps en temps. Si tu commences déjà à te mettre les aventuriers du camp adverse à dos, ça le fait pas trop, parce que ce genre de comportement, à mon avis, ça peut ne pas être accepté ou être une excuse pour une élimination. Donc il faut vraiment qu'il fasse très attention à son comportement, le Maxime, parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à se contenir, et c'est un peu dommage pour lui. Et ensuite, voilà, Denis nous dit voilà, c'est la réunification, et comme d'habitude, depuis quelques saisons, puisqu'avant c'était pas du tout comme ça. Avant, tu choisissais dans ton camp qui allait aux ambassadeurs. Maintenant, tu dois choisir dans le camp adverse. Et il faut que ce soit à l'unanimité. Donc si les gens ne sont pas d'accord, ils tirent au sort. Et du coup, celui qui est tiré au sort, il donne son choix à lui, forcément, pour les ambassadeurs, ce qui du coup ne posera pas énormément de problèmes. Et du coup, quand Denis nous dit que le totem maudit va pénaliser à la fois en individuel et en collectif, en fait, c'est que forcément, ça va pénaliser le collectif dans le sens où ça pénalise toute une équipe, puisque tant que un aventurier n'est pas désigné par les rouges, puisque les jaunes ont perdu, tant qu'un aventurier n'est pas désigné par les rouges, il n'y a pas de problème visé directement. Ça veut dire que ça peut être n'importe quel individu de la tribu qui peut être touché par le totem. Et ensuite, bien sûr, ça touche l'individuel, puisque ensuite, une fois qu'une personne est choisie dans la tribu, là, c'est lui, plus ou moins, qui est la cible du totem maudit, en sachant que ça peut également avoir un impact direct, puisque ça va avoir un impact sur le fait d'aller à la boule noire ou non. Donc ça peut avoir un impact sur le fait de voter ou non contre quelqu'un de son équipe. Donc effectivement, le totem est plus ou moins dangereux sur cette malédiction-là. Et voilà, après on a un petit moment où les rouges ils profitent de leur confort, premier et seul confort qu'ils auront eu ensemble. Et voilà, c'était assez sympathique. On a Luana qui a fini malade avec son repas et qui a même galéré à finir sa viande. Alors elle a utilisé un terme pour parler d'elle-même par rapport à son alimentation. J'ai pas trop retenu, je m'en fous un peu. Mais voilà, c'était plutôt marrant. Je pense qu'à sa place, j'aurais sûrement fini dans le même état. Dans le fait qu'ils n'ont pas mangé correctement pendant à peu près 15 jours. Donc d'un coup, ils ont beaucoup de nourriture et tout. Donc à mon avis, ils se sont bien gavés. Et je pense que j'aurais pas été hyper bien non plus. D'un coup, surtout que j'ai un tout petit estomac, un peu fragile en plus, donc moi j'avoue que j'aurais pas forcément été super bien avec ça. Mais c'était assez marrant à voir. Voilà, parce que bon, quand on la voit, on l'a toujours sous un beau profil, voilà, toujours très jolie et tout, et puis là, la voir complètement morte sur le sol, en plus en train d'avoir le hockey et tout, ce qui enlève toute la classe de Luana, donc c'était vraiment très amusant. Ensuite, on a le choix des jaunes, puis le choix des rouges. Le choix des jaunes, il est unanime direct. Pour eux, faut choisir Luana. Parce que pour eux, c'est celle qui a le plus d'ambition parmi les rouges, et surtout celle qu'ils pensent ne jamais aller à la boule noire. Et du coup, ils vont même penser qu'elle est capable de trahir sa propre équipe pour aller le plus loin possible. Voilà, donc c'est un choix, c'est logique. Et en plus, même certains rouges diront à Luana, une fois qu'elle a été choisie, que même eux, s'ils avaient été son adversaire, ils auraient sûrement choisi Luana. Donc apparemment, auprès de quasiment tout le monde, elle a vraiment cette image de la guerrière qui est prête à tout pour aller le plus loin possible.
Et honnêtement, moi je trouve ça plutôt cool parce que c'est le genre d'aventurier que j'aime bien, ceux qui sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout. Même si pour l'instant, chez les rouges, je me souviens pas trop. Je me souviens pas trop des conseils, mais j'ai pas souvenir qu'il y a eu des stratégies de folie, quoi. Parce que la dernière partie, c'est Stéphanie, mais qui venait de l'équipe adverse. Je me souviens plus qui a été éliminé. Qui a été éliminé précédemment chez les rouges, mais en même temps ils ont gagné plus d'immunité que de conseils, donc ils n'ont pas été tant que ça au conseil les rouges, mais bon, on verra plus tard sur la partie individuelle. Les rouges, pour eux, ça va être un peu plus compliqué de se décider. Certains veulent prendre Nicolas, parce que Nicolas a eu des alliances, enfin des affinités plutôt, avec certains membres des rouges avant, quand ils étaient encore dans les 3 équipes. Certains pensent qu'il pourrait faire changer d'avis Nicolas. Et d'autres pensent à Colin, parce que Colin serait un peu le Luana au masculin, quoi, le gars qui va aller plus loin, qui, voilà, Koh-Lanta, comme il le dit, c'est sa vie, donc voilà, il voudrait pas sacrifier son aventure sur une boule noire. Et du coup, un peu pour les mêmes raisons, il décide au final, à l'unanimité, de mettre Colin pour les jaunes. Et du coup, on va apprendre plus ou moins directement, enfin, pour les jaunes et un peu plus tard pour les rouges, que Colin dit clairement à Olga qu'il ne veut pas aller à la boule noire et il va avouer être prêt à éliminer un jaune s'il le faut. Et en plus, les ex-rouges vont clairement dire voilà, il faut jouer sur l'élimination d'Alexandra, qu'il n'est pas safe dans sa propre équipe et tout ça. Voilà, que les autres ils ont éliminé Alexandra qui était alliée à lui, tout ça, ce que Luana va faire au plus. Et du coup voilà, il va également avouer ça, et même Olga va dire voilà, j'ai pas envie que Colin joue son aventure à la boule noire, même voilà, s'il doit trahir, autant qu'il trahisse, mais qu'il reste dans le jeu, quoi. Donc voilà, on va dire que ce sera peut-être la seule jaune qu'on aura un peu rien à faire s'il trahit les jaunes, puisque elle, forcément, elle sait très bien que elle ne sera pas visée par la trahison de Colin s'il devait trahir. Et Luana, on va peut-être revenir un peu après ça, parce qu'il y a une réflexion de Seta autour du collier qui était assez intéressante, et que c'est là qu'on se rend compte à quel point elle commence enfin à réfléchir aux conséquences que peuvent avoir son histoire de faux collier, parce que Seta dit aux gens que son collier n'est pas valide après la réunification. Alors ça montre que Seta connaît très bien l'émission, puisque depuis quelque temps, on a des colliers qui vont jusqu'au conseil de la réunification, et on a des conseils. Des colliers qui durent un peu plus longtemps, et en fait, ça dépend du collier que tu trouves. Donc déjà, la réflexion de Seta ou de Anne-Sophie montre que déjà, ce sont des personnes qui suivent beaucoup l'aventure, parce que j'ai cru voir dans les stories, je sais plus si c'est de Ambre ou Luana, qu'il y en a une des deux aventurières qui n'ont vu que les dernières saisons de Koh-Lanta, donc ils connaissent pas tout ce qui s'est passé précédemment. Mais je crois que c'était plus Ambre, parce que je suis quand même un peu plus Ambre que Luana. Mais globalement, je me souviens qu'il y avait eu un truc comme ça. Mais au moins, on voit que Seta a l'air d'un peu mieux connaître le jeu, entre guillemets. Parce que ça n'empêche pas de faire une mauvaise stratégie. Et en fait, les jaunes... En fait, les jaunes veulent qu'elle fasse semblant que son collier... Bon, c'est ce qui est encore incroyable, c'est qu'ils ne savent toujours pas que le collier n'existe pas, mais ils veulent aider Seta à faire une stratégie comme quoi le collier est valide jusqu'à la fin du jeu globalement. Et vraiment, c'est du n'importe quoi. J'en ai parlé en vidéo, vous savez pourquoi c'est n'importe quoi.
Mais vraiment, quand même là, la tribu se dit allez Seta, on va t'aider avec ton faux collier pour faire croire aux ex-rouges qu'on en a un et tout. Alors là, du coup, c'est pas idiot de la part de Anne-Sophie d'avoir cette réflexion, de dire voilà, avec son collier, on peut jouer sur les stratégies des autres. C'est complètement intelligent. Ou par contre, Seta, quand on dit qu'elle est nulle en stratégie, c'est vraiment qu'elle est nulle en stratégie. Hein, encore une fois, j'ai rien contre elle, mais elle va clairement dire à un moment, bah voilà, la réunification. Bon, je vais clairement dire aux gens que mon collier, il était plus bon à partir de la réunification. Ce qui du coup fait que toutes les stratégies que voulait faire Anne-Sophie tombent clairement à l'eau si Seta fait vraiment ça. Parce que voilà. Et en plus, là où Seta a l'air un peu de réaliser, c'est que si son collier ne marche pas jusqu'au bout, elle n'a plus besoin de s'en servir. Donc certains aventuriers pourraient vouloir voir à quoi ressemble le collier d'immunité pour se dire tiens, si je dois en chercher, à quoi ça ressemble? Parce que c'est mieux de savoir ce que je recherche. Ou comme Seta, elle a déjà trouvé le collier, autant que je lui demandais à quoi ressemble son collier. Puisque comme elle en a plus besoin, elle peut très bien me le montrer pour que je sache qu'il faut que je cherche. Et du coup, Seta, elle peut pas montrer quelque chose qu'elle n'a pas. Donc je pense que là, elle commence à comprendre les limites du bluff. Parce qu'effectivement, on peut plus appeler ça du bluff que de la stratégie. Et effectivement, là, je pense qu'elle commence à comprendre à quel point ça commence à devenir dangereux de jouer là-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'elle veut vraiment stopper les trucs. Bon, sauf qu'au final, ça devient plus problématique de dire que le collier ne fonctionne plus, parce que du coup, les gens peuvent vouloir le voir afin de mieux chercher un collier. Enfin, moi, honnêtement, je serais dans le jeu, je trouverais pas un collier, ça me saoulerait, honnêtement, de ne pas trouver un collier si j'en cherchais un. Et j'ai quelqu'un qui en a un, qui l'a pas joué, et qui en a plus besoin, clairement, moi, j'irais le voir, je lui dirais, tiens, est-ce que tu peux me montrer comment il est le collier? Parce que, moi, je cherche, j'arrive pas à trouver, et au moins, si tu me le montres, je saurai à quoi ça semble, enfin à quoi ça ressemble, et du coup je saurai à quoi m'attendre en termes de choses à trouver. Et là, le problématique, c'est que si un aventurier fait vraiment ça, Seta, elle est clairement dans la merde, et elle-même, elle le dit, c'est que si quelqu'un le découvre, et à mon avis, elle sera très proche de la sortie. Mais bon, on verra bien avec la suite comment ça va se passer. Voilà, j'espère pour elle quand même qu'il n'y aura pas des emmerdes comme d'autres ont pu avoir précédemment avec ce genre de bluff ou de stratégie. Mais voilà, on le saura avec les semaines qui suivent. Et ensuite, on arrive sur le camp des rouges avec Luana qui apprend que c'est l'ambassadrice. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était pas très grave qu'elle ne participe pas à l'épreuve de confort, puisqu'au final, tout le reste de l'épisode va beaucoup tourner autour d'elle, puisque, étant ambassadrice, au final, on va quand même beaucoup la voir, même si elle participe pas à l'épreuve de confort. Et du coup, elle va être très honnête devant tout le monde, elle va clairement leur dire, moi, ça me fait chier d'aller à la boule noire, ce que je peux totalement comprendre, parce que jouer son aventure sur le hasard, c'est une horreur. Et moi, honnêtement, à Koh-Lanta, si j'y allais, vraiment, être choisi comme ambassadeur, ce serait ma plus grosse crainte. Parce que faut réussir à manipuler quelqu'un d'autre. Si l'autre il veut pas, faut aller à la boule noire parce que t'as pas envie de décevoir ton équipe, mais en même temps, tu joues ton aventure sur du hasard. Même si en soi tout est quand même du hasard et tout, mais en fonction des stratégies, tu peux plus ou moins bien maîtriser ton jeu. Alors que tirer une boule noire, une boule blanche, c'est plus vraiment de la stratégie, quoi. C'est vraiment c'est une boule sur deux, c'est compliqué, quoi. Et honnêtement, moi j'avoue que ce serait vraiment la chose que je détesterais le plus d'aller aux ambassadeurs, et je comprends énormément
pas forcément l'énervement, mais comment dire, le fait que, tout simplement le fait qu'elle n'ait pas envie d'y aller, et puis elle va même dire en plus, ce qui l'a fait chier, c'est que c'est pas son choix à elle, voilà, c'est le choix de quelqu'un d'autre qui l'a choisi elle, voilà, comme à une époque où l'équipe disait voilà, allez, moi je veux y aller donc j'y vais. Bah oui, bah aujourd'hui malheureusement ça n'est plus comme ça, hein. J'aurais aimé que ça reste toujours comme à la vieille époque, on va dire là-dessus, mais ça rend l'aventure encore plus difficile et ça rend encore plus fort quand tu survis à un choix que tu ne voulais pas faire, enfin faire une action que tu ne voulais pas faire, bref. Et elle va être très honnête, elle va dire voilà, moi je veux pas forcément aller à la boule noire, et elle va même, alors ça elle va le dire facecam, mais elle va pas le dire forcément à l'équipe, mais elle dit clairement que voilà, s'il fallait éliminer quelqu'un dans l'équipe, elle serait prête à donner le nom de Maxime. Maxime qui en plus ça se voit est très pressant avec enfin Maxime et François qui sont tous les deux très oppressants avec Luana. Il n'y a que Pauline, alors peut-être Ambre aussi, parce que Ambre a l'air très proche de Luana, mais il n'y a que Pauline qu'on va en facecam qui est en mode oui, moi j'ai confiance en Luana, ça va le faire et tout. Mais François et Maxime sont les deux qui ont le moins confiance, et surtout Maxime qui sent que ça peut chauffer pour son cul si Luana décide de trahir. Et de toute façon, juste après, t'as Luana qui dit bon bah voilà, s'il fallait éliminer quelqu'un, ce serait Maxime dans mon équipe. Donc, ce qui est assez intéressant en fait, juste avant les ambassadeurs, c'est qu'on nous place qu'on a deux aventuriers qui ne veulent pas aller à la boule noire, mais qui sont prêts à éliminer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui ils veulent éliminer dans l'équipe adverse, mais on sait qui ils sont prêts à trahir dans leur propre équipe. Alors, Colin il dit pas qui il pourrait éliminer, mais on sait très bien que ce sera pas Olga, donc ce sera forcément quelqu'un d'autre qui a sûrement voté contre Alexandra s'il devait trahir. Donc c'est plutôt intéressant comme base. Surtout que les ambassadeurs vont arriver, on a enfin la malédiction qui est annoncée, et cette malédiction c'est tout simplement le fait que dans l'étui de Colin, il y aura deux boules noires au lieu d'une seule. C'est-à-dire que s'ils vont à la boule noire, Luana va tirer, il y a une boule noire et une boule blanche dans son étui, et pour Colin, quand il va tirer, il y aura deux boules noires et une boule blanche, donc plus de chances d'être éliminé. Par contre, il y a un cas de figure où je me pose des questions, c'est que ils peuvent très bien tirer tous les deux une boule noire pour le coup. Parce que habituellement, il y a juste un étui avec il y a juste un étui avec une boule noire et une boule blanche, il y a un aventurier qui prend la boule noire, l'autre qui prend la boule blanche, et c'est réglé, il peut pas se passer autre chose de plus que là. C'est-à-dire que Luana, si elle n'a pas de chance, elle peut tirer la boule noire au lieu de la boule blanche. Colin, il peut très bien tirer une des deux boules noires au lieu de la boule blanche, et du coup on aurait deux éliminés. Ce serait la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta que ça arrive, sauf qu'ils peuvent très bien également tirer tous les deux la boule blanche, et du coup qu'il n'y ait pas d'éliminés. Du coup, est-ce que ça marcherait ou pas? Enfin, à voir dans l'application ce que ça peut donner. On peut très bien avoir une double élimination avec les boules, avec le tirage des boules, qu'on peut avoir aucune élimination pour le coup, si les deux tirent la boule blanche. Donc c'est un peu bizarrement ficelé leur truc. On verra ce que ça donne la semaine prochaine, forcément. Mais voilà, parce que bon, les deux vont un peu débattre, ils vont partir à se mettre d'accord, puis ils vont partir en mode allez, on balance la boule noire. Il y a Luana qui appelle Denis, enfin qui dit il est où Denis, et puis là, hop là, générique, super. Et du coup, je voulais finir la vidéo en parlant de la vignette, puisque la vignette, comme je disais, est-ce qu'elle spoil pas? Parce que par exemple, on voit encore Luana qui est sur le camp. Juste après, je sais plus quelle réflexion elle fait, mais on la voit sur le camp. Même si en soi ça ne veut rien dire, mais de la façon qu'elle parle, elle a pas l'air d'être éliminée. Mais comme je disais, ça veut rien dire, puisque forcément les ambassadeurs vont revenir sur le camp pour annoncer le résultat, et puis ensuite celui qui est éliminé repartir.
Donc après il y a un peu de temps pour discuter avec les autres, hein. Et on a également Colin qui fait une réflexion à propos de la malédiction du totem maudit, où on le voit à moitié en train de crier et tout, enfin va être très excité autour de ce qui se passe avec la malédiction du totem maudit. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'il ait tiré la boule blanche, que Luana aussi, et que du coup c'est sa réaction en mode oulala, c'est vraiment incroyable ce qui peut se passer avec la malédiction, puisqu'effectivement la malédiction pourrait devenir une bénédiction si les deux tirent la boule blanche, puisqu'au final au lieu de punir Colin, ça peut permettre aux deux de survivre, puisque les deux ont une boule blanche dans leurs étuis. Donc voilà, est-ce qu'ils ont spoilé que les deux seront pas éliminés? Est-ce qu'il y aura vraiment un éliminé que au dernier moment devant Denis, un des deux va finalement se retourner contre les autres? Chose sûre et certaine, c'est que en tout cas Olga ne sera pas éliminée, parce que si je suis un bon philosophiste, voilà, j'ai mal prononcé le mot, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, mais on sait de la semaine prochaine que l'épreuve, ce sera l'épreuve des koalas, où ils doivent rester accrochés comme ça à un poteau en l'air, et je crois que la personne qu'on voit c'est Olga, là qu'on voit un peu glisser et tout, donc techniquement Olga c'est quasiment la seule dont on est sûr qu'elle sera pas éliminée, et après pour les autres on sait pas trop, donc on verra la semaine prochaine. Double élimination, pas d'élimination, une trahison, on n'en sait vraiment rien. Je suis un peu dégoûté que l'épisode se termine comme ça. J'aurais tellement aimé savoir ce qui se passe, mais voilà, on va devoir attendre une semaine. C'est un peu chiant, mais on fait avec, on n'a pas le choix de toute façon. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de cette première partie d'épisode. Voilà, si vous pensez que Colin ou Luana peut trahir leurs propres équipes, ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir de tirage à la boule s'ils y vont vraiment, est-ce que les deux vont tirer la boule noire, est-ce que les deux vont tirer une boule blanche, est-ce qu'il y aura une boule noire, une boule blanche de tirer? Et voilà, dites-moi ce que vous pensez sur ce qui peut se passer lors de l'épisode prochain. Voilà. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la tier list de Pékin Express qui arrivera dimanche. Ciao!